À Bruxelles, les 12 au chevet du chômage, on recense officiellement plus de 18 millions de sans-emploi dans la communauté. Le Conseil européen examine les propositions de relance de Jacques Delors. La France et la Grande-Bretagne voient le bout du tunnel. Les constructeurs ont remis officiellement les clés du chantier au concessionnaire Eurotunnel. Un pirate de l'air dans un Airbus d'Air France à Nice. La tentative de détournement a échoué. Le pirate a été maîtrisé. À la suite d'une mission d'études demandée par le gouvernement, le doyen Vedel affirme que dans plus de la moitié des établissements d'enseignement privés, la sécurité des élèves n'est pas assurée de façon satisfaisante. Madame, Monsieur, bonsoir. Tentative de détournement avorté d'un avion Air France sur l'aéroport de Nice. Le pirate de l'air, un Algérien de 35 ans fiché pour banditisme, voulait détourner un Airbus A320 sur Tripoli. Il a été arrêté. Récit du détournement et du dénouement avec nos correspondants Valérie Hermite et Didier Beaumont. Regardez cette jeune femme, elle va tomber, simuler une syncope. Tout cela fait en fait partie de la stratégie choisie par les policiers pour détourner l'attention du terroriste. Pendant ce temps, l'équipage va en profiter pour s'enfuir à toutes jambes. S'apercevant qu'il a été piégé, l'homme menace alors de se suicider avec un canif qu'il a dans sa poche. Mais un membre du GIPN est en train d'escalader la passerelle. Vers 13h30, c'en est fini pour Nordine Maouli, Algérien de 34 ans. Fiché pour des délits de droit commun, il a également séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique et été sous le coup d'une expulsion judiciaire. Tout commence en plein ciel entre Paris et Nice. Vers 11h, 40 minutes après le décollage, le terroriste fait passer un message au commandant. Il prétend avoir une bombe qu'il peut faire sauter à tout moment. Ses exigences, atterrir à Tripoli. Il parle alors pêle-mêle du fils des opérations de police en France, de sa famille en Algérie. L'homme est visiblement très perturbé, mais il accepte assez rapidement de libérer ses 123 passagers. Il a fait sortir les femmes et les enfants, on a compris, on a tous compris. Arriver à drouiller dans l'avion, aller-retour comme ça, bon, mais pas virulent et tout, mais une main dans la poche quand même. Alors donc, Les gens sont restés très calmes, assis, pas du tout de mouvement de panique, non. Vous avez eu peur? Un peu à la fin, oui. Quelle raison? On est resté, je suis descendu dans les derniers, on n'était plus qu'une dizaine et c'est assez angoissant. Nordine Maouli aura en fait tout fait au bluff. Il n'était armé que d'un canif. Il encourt aujourd'hui entre 5 et 10 ans de prison. Plus de 7 ans après le premier coup de pioche du tunnel sous la Manche, les constructeurs français et britanniques ont passé aujourd'hui le relais à la société concessionnaire Eurotunnel qui va avoir la lourde charge de faire fonctionner ce tunnel. Dans quelques mois, vous pourrez passer le Channel à pied sec. La traversée durera 35 minutes, dont 27 sous les mers, en voiture avec Philippe Dumez et Hervé Pozzo. Le voyage en avant-première, presque au centre de la Terre, commence à Coquelles, près de Calais. Les 50 km du tunnel seront traversés en 27 minutes. En fait, ce sont 3 tunnels qui ont été percés. Un pour le sens France-Angleterre, un autre pour le retour et un tunnel de service. En 2 endroits seulement, en cas de panne par exemple, un train pourra être envoyé dans l'autre tunnel. Le croisement s'effectue dans 2 immenses cavités où l'on pourrait loger Notre-Dame de Paris. Sur le bord droit du tunnel, un trottoir pour terminer le voyage à pied s'il n'y avait plus d'électricité. En fait, je plaisante. Dans ce cas, des navettes diesel transporteraient les passagers dans le tunnel de service, mais pour nous, le voyage était plutôt calme. Les rails sont les mêmes, ont le même écartement, la caténaire est la même. Il n'y a pas de vagues, vous voyez, il n'y a pas de vent. C'est super, ça bouge pas. Eh bien voilà, nous sommes en ce moment peut-être à 100 mètres environ sous le niveau de la Manche. Et nous roulons entre 100 et 140 km à l'heure, tout se déroule tout à fait normalement. Les habitués du métro à Paris, Lyon ou Marseille ne seront pas vraiment dépaysés. Simplement, la distance entre 2 stations est ici beaucoup plus longue. En Angleterre, le terminal de Folkestone, 200 hectares, est déjà achevé. C'est ici que se situe la salle de contrôle général du tunnel. Côté français, 500 hectares, 50 fois la place de la Concorde. Le terminal est impressionnant. L'embarquement des voitures, les douanes, le chargement des camions, presque tout est prêt. C'est ici, à Coquelles, que tout le matériel roulant sera entretenu. Tous ces énormes travaux, on les a présentés comme le chantier du siècle, ont duré 6 mois de plus que prévu, mais surtout coûté 2 fois plus cher, 100 milliards de francs. Un surcoût dû essentiellement à des normes de sécurité draconiennes et des applaudissements venant des hommes de terrain qui soulignent 7 années d'efforts et d'exploits. Rendez-vous en mai.
Nouveau Conseil européen à Bruxelles, les 12 tentent de relancer l'emploi, base de discussion, un livre blanc établi par Jacques Delors afin de tenter de créer 15 millions d'emplois dans la communauté dans les prochaines années. Sur place pour France 2, Arlette Chabot. Avec 17 millions de chômeurs dans la communauté, un climat social très fragile dans chaque pays, les 12 chefs d'État et de gouvernement se sont dit qu'ils devaient absolument envoyer un signal clair à leurs opinions publiques, plutôt méfiantes en ce moment à l'égard de l'Europe. Ils doivent démontrer qu'ils font tout pour relancer la machine économique. Mission de réflexion confiée à Jacques Delors, rédaction d'un livre blanc qui démontre, si l'on en doutait encore, qu'il n'y a pas de remède miracle. Il faut, dit-il, moins de déficit budgétaire, plus de flexibilité dans l'organisation du travail et de la sagesse sur les salaires. Seule note colorée, un plan de grands travaux, d'équipement, communication, télécommunication, transport, environnement. Objectif, créer 15 millions d'emplois d'ici à l'an 2000. Pour le financer, on retrouve l'idée d'un grand emprunt soutenu par François Mitterrand. Mais là, ça coince, les Britanniques sont plutôt hostiles et les Allemands pas tout à fait convaincus. Dans ces conditions, il sera difficile d'adresser un message d'espoir à l'opinion publique européenne. François Mitterrand et Édouard Balladur le savent, qui ont préféré dès ce soir, sous le sapin et devant la crèche, rêver à Noël. Sur 350 millions de citoyens européens, on recense environ 50 millions de pauvres au sens statistique du terme et 17 à 18 millions de chômeurs. Symbole du malaise social et de la morosité ambiante, Bruxelles était aujourd'hui quasi paralysée par des manifestations contre le plan d'austérité lancé par le gouvernement belge. Reportage Jean-Yves Perrin, Jean Corneille. Les dizaines de milliers de salariés belges dans les rues de Bruxelles aujourd'hui, ce n'est évidemment pas un hasard. Puisque le Conseil européen devait parler emploi, ils espéraient bien faire entendre leur voix, car ils voient dans le plan global concocté par le gouvernement belge la conséquence directe du traité de Maastricht. Ce plan prévoit le blocage des salaires et des allocations sociales, la modification du système d'indexation des salaires sur l'inflation et l'introduction d'une certaine dose de flexibilité dans les contrats de travail. Bref, une menace pour les acquis sociaux. C'est chaque fois 2-3%, mais c'est tous les ans et à la fin, ça devient des sommes incroyables. Et en plus, tout ce que nos parents et nos arrière-parents se sont battus, ben ça compte plus maintenant parce qu'on est en train de nous le supprimer. Et les syndicats dénoncent les cadeaux faits au patronat, l'absence de lutte contre la fraude fiscale. Pour eux, la Belgique s'aligne sur le reste de l'Europe. L'Europe à l'heure actuelle, c'est tout, sauf le social. Et nous voulons, nous, non pas l'Europe des marchands, mais l'Europe des travailleurs. Ce que nous aimerions voir dans l'Europe, c'est qu'il y ait enfin une politique au niveau européen active d'emploi, qu'on crée des emplois. Au niveau européen, on taxe les revenus du capital et qu'on arrête un peu les démolitions, les délocalisations et le dumping social. Pas question en tout cas d'aller dire cela aux chefs d'État réunis en conclave. Tout était prévu par la gendarmerie pour isoler ce sommet en cas d'approche intempestive. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct de Bruxelles Philippe Sassier, l'un de nos envoyés spéciaux. Philippe, dans les couloirs de ce Conseil européen, on parle aussi et beaucoup du GATT, les dernières négociations. C'est au finish ce week-end. Oui, énormément, Bruno. Officiellement, chefs d'État et de gouvernement n'ont pas parlé du GATT. Mais on sait que pendant toute cet après-midi, le téléphone a fonctionné à plein rendement entre Genève, où se trouve Sir Léon Brittan, et puis les ministres concernés. Ici, ce soir, il y a un dîner des ministres des Affaires étrangères extrêmement important. Bref, dans les coulisses, on prépare très activement les derniers conseils des ministres qui auront à choisir si oui ou non l'Europe signe le traité du GATT et qui commenceront dès lundi prochain, ici même à Bruxelles. Alors précisément, que veut concrètement obtenir la délégation française à l'issue de ce Conseil européen de Bruxelles ? Alors il y a deux choses extrêmement importantes, Bruno. Elle veut obtenir deux garanties. Premièrement, l'assurance de compensation financière versée par l'Europe si le traité GATT en matière d'agriculture entraînait davantage de jachères ou des baisses de production. Deuxièmement, la création d'un instrument de rétorsion et de protection commerciale, un peu sur le modèle de ce qu'ont les Américains. Alors ce sont deux projets qui font beaucoup grincer les dents, notamment les dents anglaises et les dents allemandes, d'où l'importance de tous les contacts au cours de ce sommet pour arriver à trouver une solution et un terrain d'entente. Merci beaucoup Philippe, nous vous retrouvons bien évidemment demain. Pour le GATT, c'est donc le sprint final, c'est le cas de dire, puisque les discussions doivent être terminées en principe dimanche minuit.
Chacun fait donc l'ultime forcing. À Washington, Mickey Kantor, le patron du commerce extérieur américain, vient à l'instant de rappeler les toutes dernières positions américaines avant de s'envoler pour Bruxelles pour précisément rencontrer les Européens. De Washington, Jean-Marc Ilouz. Nous avons de bonnes chances de parvenir à un accord du GATT, mais ce n'est pas encore dans la poche, vient de déclarer ici à la Maison-Blanche M. Kantor, le grand patron du commerce extérieur américain. Le président Clinton, a-t-il dit, veut un bon GATT, pas n'importe quel GATT, et les deux principaux obstacles avec l'Europe sont l'aéronautique et l'audiovisuel. Il n'y aura pas d'accord du GATT, a dit M. Kantor, si on ne trouve pas une solution effective pour l'important secteur de l'audiovisuel. M. Kantor, en tout cas, sera demain à 11 h à Bruxelles, devant son homologue européen, M. Brittan, pour une négociation au finish. Petite satisfaction pour les responsables de l'économie française, la balance commerciale de la France se porte comme un charme, avec un nouvel excédent en septembre de plus de 9,5 milliards de francs, soit un solde positif cumulé sur les 9 derniers mois de cette année, de 59 milliards de francs contre 22 milliards pour la même période en 1992. Les prix à la consommation sont restés très sages en novembre en France avec une hausse contenue dans une fourchette de 0 à 0,1% selon les estimations provisoires des experts de l'INSEE. A priori, c'est un très bon résultat, comme va nous l'expliquer Véronique Auger. Tous les experts économiques le disent, la France est guérie de son vieux démon, l'inflation. En tout cas, pour les 18 mois qui viennent. Nous atteignons cette année des records en matière de hausse de prix en faisant beaucoup mieux que l'Allemagne. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de germe d'inflation en France, car avec le chômage, les salaires ont plus tendance à baisser qu'à augmenter, la concurrence internationale tire les prix vers le bas et le pétrole a rarement été aussi bon marché. Les Français ont de plus en plus de mal à emprunter de l'argent, enfin la reprise sera molle. À court terme, les chaînes de production ne risquent pas d'être débordées par les commandes, les prix des marchandises vont rester sages. Les dangers ne viennent pas non plus de l'étranger. Les États-Unis n'ont aucune envie de faire grimper le dollar et les pays producteurs de pétrole se chamaillent trop pour réussir à fixer un prix élevé pour le baril. Cela dit, les experts peuvent toujours se tromper. Les mécanismes économiques ont tellement changé depuis 5 ans qu'il n'existe plus de modèle de prévision fiable. Si l'inflation fait preuve de sagesse, on ne peut en dire autant des tarifs des assurances. Les hausses prévues l'an prochain, en 2 vagues, au 1er janvier ou au 1er avril, ou les deux, devraient se situer entre 5 et 8%. Ce sont les assurances auto qui vont le plus déraper en raison de la multiplication des vols de voitures, mais aussi de l'imprudence des conducteurs. Enquête, Elisabeth Esley, Bernard Puissesseau. Drôle d'étrenne pour les automobilistes. C'est devenu habituel, depuis 2 ans, les primes d'assurance augmentent le 1er janvier. Plus 3,5% en 92, plus 4% en 93. Et pour 94, on parle d'une hausse de 5 à 8%, voire 10% dans certains cas. Les assureurs ont de bonnes raisons. Tout d'abord, le niveau très élevé des vols de véhicules, plus de 8,5 milliards de francs en 1993, ce que l'on a appelé le dégel du bonus, c'est-à-dire que désormais, quand les assurés déclarent un bris de glace, ils ne sont plus sanctionnés, ils conservent leur bonus. Et enfin, une augmentation sensible des accidents corporels graves ou très graves. Depuis donc le mois de juin 1993, nous enregistrons beaucoup plus de décès ou de handicaps lourds. Pour les assureurs, une perte de l'ordre de 4 milliards de francs en 93. Les hausses de primes sont chaque fois contestées par les consommateurs. Pour eux, il faut avant tout réduire les vols. On peut faire baisser ces statistiques si on prend des mesures. Et l'une des mesures, c'est que les constructeurs automobiles mettent à la disposition des consommateurs des antivols qui soient suffisamment fiables pour résister à toute tentative de vol. Certaines compagnies ne veulent plus assurer les voitures haut de gamme, les plus volées. En France, il disparaît une Renault 21 Turbo sur 6 en circulation. Situation explosive dans les territoires occupés par Israël, engagé dans un cycle redoutable, vengeance-représailles. À la veille dimanche d'une nouvelle rencontre entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, des colons israéliens ont mitraillé une voiture palestinienne, tuant leurs 3 passagers. Au total, 33 Palestiniens et 14 Israéliens ont été tués dans les territoires occupés depuis la signature de l'accord de Washington le 13 septembre. Reportage de notre correspondant permanent Charles Anderlin. L'attentat s'est déroulé sur ce chemin de terre battu qui mène à Israël. Selon un témoin, des colons auraient obligé les 3 Palestiniens à sortir de cette Peugeot avant de les abattre. L'armée interdit de filmer dans le secteur. Les Palestiniens passent par ici pour se rendre en Israël en évitant les barrages de l'armée.
L'attaque a été revendiquée par un Israélien qui a téléphoné à la radio nationale en annonçant qu'il avait vengé les colons assassinés à Hébron par le Hamas il y a 4 jours. À Turkmania, leur village, les morts ont été enterrés immédiatement pour que l'armée ne puisse pas ordonner une autopsie. Ils étaient tous 3 mariés et ils avaient plusieurs enfants. Tout ça, c'est à cause d'Arafat, qu'il aille au diable, crient ces femmes. Nous sommes sans défense face aux colons, je suis sûr que c'est eux qui ont fait le coup, c'est inhumain. Nous rejetons cette paix-là, elle ne satisfait qu'Arafat et Rabin, pas les gens. Où est la paix dont ils parlent? Je suis très en colère, un pays comme Israël doit contrôler ses citoyens, ne pas les laisser nous tuer. Et chez les Palestiniens ce soir, on parle de vengeance, un cycle de violence qu'Yitzhak Rabin et Yasser Arafat devront tenter de briser lors de leur rencontre dimanche au Caire. Un peu partout dans le secteur, les patrouilles de l'armée sont attaquées à coups de pierre. Image totalement impensable, il y a encore peu de temps, celle du blanc, Frédéric de Klerk, et du noir, Nelson Mandela, recevant conjointement le prix Nobel de la paix. Les 2 hommes ont promis de conclure la transformation de l'Afrique du Sud en démocratie multiraciale. Le leader de l'ANC, Nelson Mandela, a affirmé qu'il acceptait ce prix Nobel dans l'espoir qu'il aiderait à la réconciliation nationale. On célèbre aujourd'hui le 45e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 45 ans après, il y a encore beaucoup à faire. Un exemple parmi tant d'autres, en Chine, 21 journalistes sont actuellement emprisonnés, condamnés pour la plupart après le printemps de Pékin. Le prix Reporters sans frontières a été attribué aujourd'hui à l'un d'entre eux, Wang Juantou, rédacteur en chef d'une revue économique et condamné à 13 ans de prison pour avoir pris la défense du mouvement étudiant. Sa jeune femme mène un combat courageux contre l'oubli. Elle était aujourd'hui à Paris pour recevoir ce prix. Stéphane Magnier l'a rencontré. Il vit dans une pièce de 8 mètres carrés. Il est surveillé jour et nuit. Dans cette pièce, il y a 2 lits. Une couchette simple et un grand lit double. Le lit double est évidemment réservé aux gardiens qui ne le quittent jamais. Ils se relaient toutes les 3 heures, alors ils ne peuvent ni se promener, ni rencontrer d'autres détenus, ni communiquer avec personne. Cette restriction de liberté n'affecte pas son moral, mais cela a une influence sur son état de santé, qui se dégrade de plus en plus. Le gouvernement chinois considère mon mari comme un cas exemplaire parce qu'il est célèbre, et ils ne veulent pas le libérer. Non seulement à cause de la situation actuelle, mais aussi parce qu'il a toujours fait partie des mouvements d'opposition depuis une quinzaine d'années. Quand pensez-vous revoir votre mari la prochaine fois? Je ne sais pas. J'espère que je le verrai en juin 1994, à la maison. Je fais tout ce que je peux pour cela. C'est ce que je désire le plus. Confusion politique au Gabon au lendemain des élections présidentielles remportées officiellement par le président sortant Omar Bongo. Le père Paul Mba Abessolé, arrivé 2e, s'est proclamé aujourd'hui vainqueur de ces élections et il a immédiatement nommé un Premier ministre. Le couvre-feu vient d'être instauré là-bas. Demain à 13h20, l'émission de Claude Sérion, Géopolis, sera précisément consacrée à la situation au Gabon. Les dernières nouvelles de la campagne de Russie avant le scrutin de dimanche sur le projet de constitution présidentielle et le renouvellement de la Douma, le nouveau parlement à Moscou. La campagne électorale bat son plein. Parmi les candidats, le bras droit de Boris Eltsine, Egor Gaïdar. Nos correspondants Marcel Tria et Franck Brisset ont suivi l'ex-premier ministre dans les chantiers navals sur la Baltique où il tente, et c'est difficile, de remonter le moral des travailleurs. Ce n'est pas tous les jours que le directeur des chantiers navals de la Baltique à Saint-Pétersbourg a sous la main un vice-premier ministre aussi important qu'Egor Gaïdar. Alors, tout en lui montrant son dernier né, un bateau de guerre fièrement baptisé Pierre le Grand, il en profite pour lancer un discret SOS. Sérieusement, même si nous recevons l'argent promis, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le finir, ce bateau. Mais Egor Gaïdar a la tête ailleurs. Il est en campagne pour la principale liste soutenant Boris Eltsine, le choix de la Russie. Et s'il est ici aujourd'hui, c'est pour tenter de remonter un peu le moral des troupes ouvrières, plutôt abattues par les temps qui courent. Succès mitigé. Il a beaucoup promis, mais il n'a rien fait jusqu'à présent.
Alors pourquoi on écouterait encore une fois ce qu'il nous promet? Et pourtant, c'est un flot de promesses qu'ils vont entendre une fois de plus. Si on continue sur la même route, affirme Igor Gaïdar, en 1994, on pourra brusquement arrêter la hausse des prix. Ils écoutent poliment, d'autant plus que la direction a bien fait les choses. Même les sourds peuvent comprendre le message. De toute façon, poursuit Igor Gaïdar, il faut absolument adopter la nouvelle constitution. C'est un premier pas pour pouvoir aller plus loin, pour qu'on puisse avoir un véritable État. Le référendum sur la nouvelle constitution, c'est en effet l'enjeu principal de ces élections. Une constitution dont ils ne connaissent même pas le texte exact, comme la plupart des Russes. Alors, quand Igor Gaïdar leur explique que ce sera le chaos et peut-être la guerre civile s'ils ne votent pas pour elle, cela ne semble pas vraiment les affoler. Ils ont d'autres soucis. On attend toujours notre dernier salaire. Depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines qui ont passé et on n'a toujours rien touché. Mais le vice-premier ministre a d'autres rendez-vous qu'il souhaite plus discrets. Avec les banquiers d'abord, puis avec les militaires. Alors les journalistes seront gentiment priés de se faire oublier. On voudrait bien vous suivre dans une unité militaire, lance l'un d'eux. C'est ça, c'est ça. Ils sont vraiment impayables, ces journalistes. Mais au fait, la propagande électorale est interdite dans les casernes. C'est vrai pour tous les candidats, sauf pour le bras droit de Boris Yeltsin. En Colombie, les responsables de la brigade des stupéfiants viennent d'annoncer la plus importante saisie de cocaïne de l'année, 4 tonnes retrouvées dans un laboratoire dissimulé dans la jungle. Marie Burgo. Ce ne sont pas des feuilles mortes qu'ils ramassent à la pelle, c'est de la cocaïne. 4 tonnes de cocaïne pure, ça représente beaucoup de poubelles. Autant vous dire que ces policiers colombiens pataugent dans des milliards de dollars. Et ils peuvent être fiers de leur saisie, un record en la matière. Dans ce laboratoire, camouflé en pleine jungle, à 150 km de Bogota, ils ont aussi arrêté 9 personnes, toutes raffinaient ici la coca pour le cartel de Cali, une organisation colombienne de narcotrafiquants qui a depuis longtemps supplanté celle de Medellín. Au procès de Jean-Marie Villemain à Dijon, la parole était aujourd'hui aux avocats de la partie civile qui ont tenté de comprendre les vrais mobiles de l'accusé. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Gilles Doblard. J'avais du chagrin dans les veines. Hier soir, en quelques mots, Jean-Marie Villemain demande aux jurés de le comprendre. Je regrette mon geste, leur dit-il. Ces regrets ne satisfont guère la partie civile. Pour elle, ce n'est pas l'heure du pardon, mais celle de la justice. Maître Pron n'oublie pas de revenir sur la piste Christine Villemain. Durant ce procès, insiste l'avocat, l'arrêt de non-lieu s'est effiloché, autodétruit. Et Maître Pron enchaîne, Grégory est peut-être mort dans une bassine, et il faudra que Jean-Marie apprenne à vivre avec une énigme. Enfin, pour le bâtonnier Hubert de Montille, le citoyen ne comprendrait pas qu'un crime de sang ne soit pas sanctionné. Je pense qu'une sanction doit être prononcée, parce qu'un homme a tué par vengeance, en se faisant justice lui-même, et parce qu'il était persuadé, atteint, qu'il s'était mis un coupable dans la tête. Et la partie civile va prononcer à 5 jours du verdict un mot qui lui fait peur, acquittement. Maître Paul Pron s'adresse à Jean-Marie Villemain. Votre acquittement serait la condamnation posthume de Bernard Laroche, mais quel que soit le verdict, vous serez toujours un assassin. Une audience qui illustre bien la complexité de ce procès. D'un côté, un accusé en position de victime et de l'autre, une partie civile en position de coupable. Ce ne sont que 5 feuillets dactylographiés, mais c'est une petite bombe politique que le doyen Vedel vient d'adresser au ministre de l'Éducation. Les premières conclusions de la mission confiée à Georges Vedel sur l'école privée risquent en effet de mettre le feu aux poudres dans le camp des défenseurs de l'école publique. Selon ce rapport, en effet, plus de la moitié des établissements d'enseignement privés auraient en effet besoin de travaux, je cite, pour assurer de façon satisfaisante la sécurité des élèves. Le coût global de la remise en état est évalué entre 3,8 et 5,3 milliards de francs. Exemple avec ce reportage de Chantal Quimerlin et Bernard Connor dans une école privée parisienne. À Saint-Joseph, il n'y a plus de lumière dans l'escalier depuis un an. On est obligé d'allumer les briquets pour descendre, sinon... Dans l'escalier ici? Oui, oui. Donc il faut allumer les briquets pour descendre, sinon on peut se casser les pieds. Et l'entrée de l'école, c'est ce goulot de 15 mètres sur 2. Près de 600 élèves y passent plusieurs fois par jour pour aller dans les classes. On est obligé d'échelonner les arrivées et les sorties pour que les élèves de maternelle, de primaire et de secondaire ne se bousculent pas.
Même problème pour la cour. La récré, c'est chacun son tour. On n'a que 20 mètres sur 10 pour se détendre. Il n'y a pas de préau. Les WC des petits de maternelle sont à l'extérieur. C'est dur en hiver. Continuons la visite. Là, c'est le coin cuisine de la maternelle. On y fait réchauffer les plats, on y lave la vaisselle et les petits, leurs mains. Ce n'est pas facile de travailler ici. Nous peinons beaucoup. Ce n'est pas insonorisé. Les enfants font du bruit, ça nous cogne dans la tête. Nous nous débrouillons comme nous pouvons. Nous faisons ce que nous pouvons. L'établissement est conscient des problèmes, mais il faudrait 30 millions pour faire les travaux nécessaires. Pour trouver 30 millions, il faut chercher partout, à différents endroits. Il n'y a pas de source unique. Il y a la région qui peut subventionner, aider. Il y a éventuellement donc, la mairie sur certains types de subventions. Il y a le diocèse, il y a une association d'entraide des établissements. Il y a les quêtes, il y a les associations de parents d'élèves qui peuvent aider au financement. Il y a, ce qui signifie que pour trouver de l'argent, l'école privée n'a pas vraiment de réponse et en est encore au système débrouille. Mission accomplie pour les mécanos de l'espace de la navette américaine. Le télescope spatial Hubble a en effet été largué dans l'espace en fin de matinée. Commentaire de notre spécialiste Patrick Esther qui lui n'est jamais largué. Un largage de précision, du travail d'horloger suisse, et c'est bien normal, puisqu'aux commandes du bras manipulateur de la navette, c'est Claude Nicollier, astronaute suisse qui officie aujourd'hui. Après avoir écarté le télescope de la soute, Nicollier dépose le satellite de 15 tonnes sur son orbite définitive à 590 km d'altitude. Ce soir, les responsables de la NASA sont heureux. La mission la plus complexe jamais réalisée par un équipage de navette est entièrement couronnée de succès. Du coup, même le président Clinton a tenu à féliciter les astronautes. Et tout le monde a fait semblant de ne pas savoir que Clinton déteste l'espace et encore plus la NASA. Il a récemment réduit de moitié les budgets de la future station orbitale. Or, il est évident que cette mission pour la NASA, avec ses 5 sorties dans le vide cosmique, devait surtout servir à prouver au Congrès américain que les équipes NASA sont réellement capables d'assembler là-haut une véritable cité spatiale. Les 7 astronautes le savaient, de leur travail dépendait l'avenir de tout le projet. Mais ils ont tellement bien travaillé qu'il n'a pas été nécessaire d'organiser de séances supplémentaires. Ils vont maintenant pouvoir profiter de leur week-end là-haut, puisque l'atterrissage n'est prévu que dimanche ou lundi. Les vénards! Les Champs-Élysées, la place de la Concorde, transformée en circuit de Formule 1, l'espace de petits tours de piste pour Alain Prost au volant de la Williams Renault, avec laquelle il a conquis son 4e titre mondial des conducteurs cette saison. Malgré la pluie et malgré une relative discrétion, quelques centaines de curieux se sont massés devant le pub Renault où Prost a pu discuter avec ses admirateurs. Leur nom fait référence à la carte de chômeur délivrée par la NPE britannique, une carte qui donne droit aux allocations. Les UB40, UB40 en anglais, à l'origine 2 frères, Ali et Robin Campbell. Le groupe est né il y a 14 ans maintenant à Birmingham, une ville très touchée par le chômage. Avec leurs copains jamaïcains, les Campbell n'ont qu'une passion, le reggae. Ils seront à Bercy les 13 et 14 décembre. Marie-Hélène Bonneau et Jean-Marc Sursin les ont rencontrés à Toulon. Ils ont des millions de fans dans le monde, les frères Campbell et leurs potes, les Ubies comme on les appelle, 8 en tout. Ils se sont connus à Birmingham, un groupe sans leader, tout le monde est star. Désignés volontaires pour répondre à nos questions, Norman et Castro, tout simplement parce que les autres dormaient. Nous sommes très démocratiques, on vote pour chaque décision à prendre. Il n'y a pas de leader dans le groupe. Nous ne sommes pas comme les autres formations où les médias ont tendance à vedétariser une personne plus qu'une autre. Vous allez faire du reggae jusqu'à la fin de votre vie? Oui, c'est facile. Il faut dire qu'ils se sont emparés du reggae bien avant les Rastas. En 79, ils sont au chômage et montent le groupe. Depuis, ils ne se quittent plus. C'est une vraie famille. Ils adorent la vie de saltimbanque et sillonnent les routes dans leur car aménagé. Leur tournée mondiale aura duré 2 ans. Elle s'achèvera en juillet. Ils auront conquis la Finlande, les Seychelles, la Russie ou encore les États-Unis. Le groupe est multiracial, à l'image du quartier populaire de Birmingham où ils ont grandi.
Ces stars mondiales ne sont pas cabots pour un sou. Gros vendeurs de disques, plus d'1 million d'exemplaires en France pour un seul CD. Ils ont leurs admirateurs et ils les soignent. Séance de dédicace juste avant le concert. C'est pour des enfants qui attendent en coulisses. Ils sont 3. Nous n'avons que 3 fans en France, c'est tout ce que nous avons. Les UB40, une véritable entreprise, quelques 90 tonnes de matériel, des dizaines d'employés. Et leur argent, ils le réinvestissent pour créer des emplois là-bas à Birmingham. Le chômage, ils ne le souhaitent à personne parce qu'ils l'ont connu. Aujourd'hui, ils sont heureux, mais ils n'oublient pas le passé. 20h50, Les Démoniaques, ce n'est pas une enquête sur la succession d'Hervé Bourges à la tête de France 2, mais un superbe polar adopté et adapté d'un roman de Boileau, Narcejac. 22h20, Bouillon de culture, consacré ce soir au cinéma américain. Et après le dernier journal de Catherine Sellac, vers minuit moins 20, à ne pas manquer un hommage à Alexandre Trauner, décorateur entre autres de Quai des Brumes, Hôtel du Nord, ou encore des Enfants du Paradis. Comme chaque vendredi soir, vous retrouverez dans quelques instants Point Route avec Valérie Maurice. Dans quelques instants également, ensuite, le grand retour de Nathalie Rioué, douce comme les températures de ce samedi. À demain 13h, excellente soirée, merci.